Il est 18h sur CNews, bienvenue pour la deuxième partie de Punchline Week-end. À la une ce vendredi, à situation exceptionnelle, plan d'urgence. Une opération massive contre l'immigration illégale est prévue à Mayotte, alors qu'à Vendine, vous le voyez sur les images, un mois après le chaos à Sainte-Soline, les autorités redoutent un nouveau week-end de tension. Cette fois entre Castres et Toulouse, au cœur de la discorde, la construction d'une autoroute. Plusieurs rassemblements sont prévus samedi. 100 éléments radicaux pourraient rejoindre le cortège. On parlera également dans un instant d'immigration, de cette opération exceptionnelle, de ce plan d'urgence à Mayotte. On parlera également du Rassemblement national qui s'attaque au wokisme. Voilà le programme. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, le point sur l'information. Le verdict est tombé au procès de l'attentat de la rue Copernic. Hassan Diab est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris. Absent, il a toujours clamé son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue, faisant 4 morts et des dizaines de blessés. François Braun assure que la situation dans les hôpitaux est compliquée. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny aujourd'hui. Il se veut toutefois rassurant. Il affirme que les établissements font leur maximum pour que tous les patients arrivent à trouver des médecins traitants. Et puis l'ONU tire à la sonnette d'alarme. La fonte des glaciers bat des records. La perte d'épaisseur cumulée des glaciers depuis 1970 s'élève à près de 30 mètres. Un phénomène qui semble pour l'instant impossible à arrêter avec le réchauffement climatique. Merci cher Adrien Spiteri pour le point sur l'information. On est avec Philippe Ballard. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Rassemblement national, député de l'Oise, Geoffroy Lejeune, Gabriel Cluzel, Karim Zerebi, Shannon Seban, présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis et Marc Varno. Merci d'être avec nous Marc. Vous êtes chef d'entreprise. On va commencer avec Mayotte, département où la part d'étrangers dans la population est la plus forte. Vous avez, selon l'INSEE, 300 000 personnes. Quelle obsession. Comment ? Quelle obsession. Oui, mais alors attendez, pour les téléspectateurs qui reviennent... d'avoir de l'opposition. Hein. Mais vous n'êtes pas habitués, on dirait. Bon, alors évitons les private jokes. Juste avant la publicité, on a eu un long débat sur l'immigration et on a parlé des derniers chiffres de la délinquance et de la criminalité et cette part de la délinquance étrangère. Bon, donc il y avait évidemment un débat autour de ce sujet entre Karim Zerebi et Geoffroy Lejeune. Mais là, parlons de Mayotte. Je voudrais vraiment qu'on revienne là-dessus. Gérald Darmanin lance une vaste opération pour lutter contre l'immigration illégale. Je précise qu'à Mayotte, selon l'INSEE, il y a 300 000 habitants et que la moitié de la population est étrangère. Bon, 10 000 sans-papiers doivent être expulsés vers les Comores, mais les Comores n'entendent pas accueillir ces expulsés. Voilà où on en est. Donc vous allez voir le sujet de la rédaction de CNews et ensuite on en parle. Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié seraient en situation irrégulière. L'opération Wahambouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'1 millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière, et ainsi d'expulser en 2 mois environ 10 000 sans-papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine, en 2005, François Baroin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise. Alors, sur Mayotte, est-ce que c'est un coup de force ou c'est un coup de communication ? Et là, je me tourne vers vous, Philippe Ballard. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un plan d'urgence ? Est-ce que vous soutenez l'opération menée par le ministre de l'Intérieur ? Mayotte, malheureusement, ça illustre ce qui pourrait arriver dans l'Hexagone si on continue à ne pas maîtriser le flux migratoire. Parce que vous vous rappelez, il faut s'arrêter sur les chiffres dans votre présentation, puis dans le sujet, c'est intéressant. Il y a 300 000 habitants, 50% de la population en situation irrégulière, 150 000. Et on nous parle de 10 000 expulsions. C'est même pas 10%. Ça fait un peu communication, cette affaire. Alors, si on arrive à apaiser un peu la situation sur l'île, très très bien. Mais ça fait des années que ça dure. Et
des années, c'est pas depuis 2017, 2018, 2019, de très très longues années. Moi, il y a 2 députés à Mayotte, il y a un député LR et une députée Lyotte que je connais un peu, Estelle Youssoufa, qui nous raconte la situation dans l'île. Mais ça se produirait dans l'Hexagone, mais vous seriez en édition spéciale toute la journée. Elle nous racontait l'autre jour qu'un bus scolaire, pour une journée, a été attaqué au mortier. Et les enfants ont été attaqués à la machette. Oui, c'est des jeunes. Et en plus, c'est une criminalité juvénile. C'est-à-dire que vous avez des adolescents, des très jeunes enfants qui basculent dans la criminalité. Absolument. Et dans l'ultra-violence. Marc Varnaud, sur Mayotte, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est un coup de communication, coup de force pour le gouvernement ? Il faut rappeler la cause de tout ça. Alors effectivement, il y a 50% de la population qui est illégale. Mais vu les procédures de naturalisation, en réalité, la population d'origine étrangère, pour utiliser le terme usité, est beaucoup plus important que ça. Parce qu'à Mayotte, comme le droit du sol existe, je vous rappelle que c'est la première maternité de France, et donc que les Comoriennes viennent accoucher à Mayotte, et donc ensuite, de facto, elles deviennent françaises. Je crois qu'il faut remonter en arrière et bien comprendre la cause de tout ça. La cause de tout ça, c'est 1974, où il y a une aberration qui est faite, c'est qu'on fait un référendum sur les 4 îles. Donc c'est Anjouan, Comores, Maori, etc. Et on demande à chaque île individuellement si elle souhaite devenir indépendante. Il y en a 3 qui disent oui, on veut devenir indépendante. Et il y a la 4e, Maline, qui dit non, on veut rester français. Et puis ensuite, la loi de la République s'applique à Mayotte comme à Guyane comme ailleurs. Ça veut dire le RSA, ça veut dire toutes les lois et tous les droits que nous avons. Et donc forcément, face à l'hyper-pauvreté des 3 autres îles qui ont demandé l'indépendance et qui l'ont eu, eh ben Mayotte, c'est devenu un aimant. Et donc le problème, effectivement, c'est d'une part la loi de la République qui s'applique partout, y compris dans les territoires ultramarins. On voit les 4 îles d'ailleurs. Voilà, merci. Donc dans les territoires ultramarins, la loi de la République s'applique, alors qu'on voit bien que la délinquance en Guyane, pour sortir un tout petit peu de Mayotte ou à Mayotte, n'a rien à voir. On est à 10 fois les homicides de la France. Et pourtant, à Mayotte comme en Guyane, il faut 40 actes de procédure pour faire une garde à vue. Il y a un décalage absolu entre la loi de la République et son application dans ces territoires. Donc je pense que l'urgence, c'est d'une part, effectivement, d'essayer d'expulser autant que possible ceux qui sont en situation illégale, mais aussi d'adapter la loi de la République à ces territoires. Marc Varnaud, on le dit aux téléspectateurs, Mayotte, donc en orange, département français. Anjouan, Mohéli et Comores, indépendance totale. 3 indépendants. Un mot quand même sur l'Union des Comores qui fait un chantage scandaleux. Oui, qui ne veut pas retrouver... Mais franchement, c'est un scandale. Et on n'entend pas le gouvernement. Moi, j'ai pas entendu... L'info est tombée là cet après-midi. J'ai pas entendu Emmanuel Macron protester contre l'attitude de l'Union des Comores. Les Comores n'entendent pas accueillir les expulsés, si expulsés il y a. Shannon, vous vouliez réagir ? Oui, tout à fait, parce que je crois qu'il est ici important de noter à quel point Gérald Darmanin, finalement, n'a jamais eu la main fébrile pour lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. Et on le voit ici, encore une fois, avec l'opération à Mayotte. Moi, je veux juste ici peut-être recontextualiser les choses et rappeler que c'est une décision qui a été approuvée par le président de la République en Conseil de défense la semaine dernière, qu'il y a près de 510 membres des forces de l'ordre qui vont être et qui sont déjà partis d'ailleurs à Mayotte, dont des membres de la CRS 8 qui sont spécialisés dans les violences urbaines, dont 4 escadrons de gendarmes mobiles. Pourquoi ? Parce que sur place, à Mayotte, vous avez, je crois que c'est 40 bandes criminelles organisées qui ont été recensées. Et l'objectif, c'est de pouvoir expulser les migrants illégaux en détruisant les habitats parce qu'ils se sont installés dans des quartiers qui étaient insalubres. Avec bien évidemment... sur autorisation du juge, donc on procède à la destruction des habitats dans les quartiers qui sont insalubres, et puis ensuite, bien évidemment, conformément au droit, on les reloge. Mais je veux ici dire à quel point l'opération à Mayotte, ça prouve encore une fois, parce qu'on nous le reproche souvent, qu'on a une action déterminée, que nous avons ici une tolérance zéro face à tout ce qui est en tout cas... Je pense aux habitants de Mayotte qui doivent... et délinquance. Qui ont du mal à entendre qui ont du mal, pourquoi si tard ? Voilà, c'est ça la question. Ça fait des années que ça dure, je le rappelais. Et là, dans l'urgence, comme souvent avec ce gouvernement, vous agissez. Alors, tous nos soutiens en force de l'ordre, parce que bon courage à partir de lundi, on est avec vous. Vous disiez 500, ça sera peut-être 500 qu'il faudra envoyer dans une semaine, et puis 1000 dans 15 jours, et puis 1500 dans 3 semaines. Vous avez raison, monsieur Ballard. C'est toujours la même histoire. Mais monsieur Ballard, vous avez raison. Et juste une question, j'arrête. Qu'est-ce qui est prévu pour empêcher ces gens-là de revenir ?
Monsieur Ballard, moi, ma question, justement, c'est dans ce cas-là, si on n'avait rien fait, vous nous auriez reproché de ne rien avoir fait. Mais donc, ça fait 6 ans qu'il est reproché, mais même plus que 6 ans d'ailleurs. Ça fait même plus que 6 ans, monsieur Deval, et vous avez bien raison. Des générations qu'on dit qu'à Mayotte, bien sûr. Donc, là, pour une fois qu'on a une action résolue et qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a fait bien plus que n'ont pu le faire ses prédécesseurs, très sincèrement, je crois qu'on peut ici appuyer et saluer le fait que Gérald Darmanin prend les mesures qui sont nécessaires. Gabriel Cluzel. Vous pouvez parler de tolérance zéro, mais pardon, mais on vit dans une réalité parallèle. Pourquoi cela ? Vous voyez bien que le gouvernement est complètement dépassé, la France est dépassée malheureusement. À Mayotte, une tolérance zéro, alors que les Comores ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Non mais on marche sur la tête. On ne peut pas dire des choses qui n'ont aucun sens. On ne peut pas dire des choses qui n'ont aucun sens. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Ce que je constate, c'est que Mayotte, c'est un laboratoire. Au-delà, il y a le cas Mayotte, et puis il y a le cas Mayotte à mettre en perspective avec ce qui se passe sur notre sol ici en France métropolitaine, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mayotte, c'est un laboratoire de ce qui va se passer chez nous. Donc peut-être que nous pourrions en tirer des leçons. Donc par exemple, je vais vous donner un petit exemple très simple. Gérald Darmanin, il a compris, c'est bien, et Emmanuel Macron aussi, sans doute, vous l'avez dit, que le droit du sol, c'est un problème. C'est un problème, le droit du sol à Mayotte. Peut-être que le droit du sol, c'est aussi un problème ici, voyez, et que le droit du sang, ça pourrait être intéressant. Vous déplacez le débat, on est sur complètement autre chose. Je ne déplace pas du tout le débat. Nous, ici, on parle de l'immigration et de la délinquance, des migrants illégaux. Le même sujet. Et le problème, c'est que la tolérance zéro, elle est nulle part, voyez. C'est la tolérance 100% partout, ici et à Mayotte. Non, mais pardon, je pense qu'on ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi, parce que c'est comme ça que les Français déconnectent. Répondez, Shannon, et ensuite je donnerai la parole à Karim Zerebi. J'entends vos propos, bien évidemment. Maintenant, moi, ma question face à cela, c'est quelles sont vos propositions ? Je veux bien qu'on puisse échanger et débattre. Je veux bien qu'on puisse ici critiquer, si vous voulez, l'action qui est celle du gouvernement et de Gérald Darmanin. Dites que ce n'est pas suffisant. Mais face à cela, moi, je veux des propositions concrètes. Pourquoi le gouvernement ne s'interroge pas sur le droit du sang ? Cluzel, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi juste finir. Poser une question. Non, mais oui, mais laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Moi, je veux bien entendre ici et dire qu'on n'a pas fait suffisamment. Je trouve que c'est assez cavalier de dire qu'on n'a pas fait suffisamment quand on voit ici l'action. Et vous savez mieux que moi que c'est un combat qui est très difficile. Endiguer la violence, endiguer l'insécurité, endiguer la délinquance, endiguer les migrants illégaux, vous le savez mieux que moi, c'est un combat qui est très difficile. Pour cela, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de forces vives. C'est ce que nous faisons. Nous envoyons près de 510 membres des forces de l'ordre sur le terrain à Mayotte, des escadrons de gendarmes mobiles, des membres de la CRS 8 qui sont spécialisés dans les violences urbaines. Vous avez dit Shannon Seban, mais c'est la vérité. La vérité, c'est que 8000 km. Je veux bien qu'on remette en question, mais ici, faisons preuve ici d'un minimum de bonne foi. Quand même, le du problème. Moi, je commence à dire que ça sera un problème de mauvaise foi. C'est l'illustration, Mayotte, de ce qui pourrait arriver, je rejoins en cela l'analyse de Gabriel Cluzel, de ce qui pourrait arriver dans l'Hexagone si on ne maîtrise pas, mais drastiquement, pas des mesurettes, les flux migratoires. Et à quoi assiste-t-on depuis de très longues années ? Mais depuis que M. Darmanin est au ministère de l'Intérieur, qu'Elisabeth Borne, Édouard Philippe soit à Matignon et Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est un flux migratoire complètement incontrôlé. Voilà, il n'y a rien de fait. Alors, on parlait de solutions. L'autre réalité, c'est migratoire. Sur les visas, on les restreint drastiquement. Nous, on est pour le droit du sang, pas le droit du sol. Alors, pourquoi, si c'est inefficace, c'est appliqué partiellement, très partiellement, à Mayotte? C'est bien on rappelait que c'était François Baroin, qui appartenait à l'ancienne majorité, qui l'avait mis en place. C'est donc que ça a un sens de mettre ça en place. Alors nous, on propose tout simplement de l'étendre, non seulement à Mayotte, mais l'étendre complètement, à l'ensemble de la France. Je pense aux habitants de Mayotte, qui souffrent aujourd'hui de cette insécurité, de cette criminalité. Et c'est parce que Mayotte est à exactement 8039 km de la place Beauvau qu'on se réveille aujourd'hui. Et c'est par idéologie également que ça fait des années que ça dure. Donc maintenant, il y a un plan d'urgence, il faut saluer cette action-là, bien sûr. Mais jusqu'à quand ? Et la difficulté, c'est que vous allez intervenir de manière intensive sur une courte durée, mais qu'après, ils peuvent très bien revenir une nouvelle fois, Karim Zerebi. C'est un sujet qui est grave et qui est sérieux pour qu'on fasse des analogies avec l'Hexagone, comme le fait Philippe Ballard. Je trouve que c'est n'importe quoi, il faut raison garder. Ça voudrait dire qu'on a 35 millions de clandestins dans notre pays. Donc arrêtez d'être dans une fiction qui est dramatique et qui est complètement, j'ai envie de dire, fantasmée. Il n'a pas dit ça. Marc Varnaud a
a donné les raisons de cette situation. Il les a données avec une précision que je salue. Et c'est fort du contexte qu'il a évoqué que nous devons apporter des solutions. Moi, elles sont très compliquées, les solutions à Mayotte, parce qu'on est dans une configuration... Mais sauf que, juste, je vous coupe, mais le... non, mais je vous coupe parce que vous vous trompez. Oui, mais quand on déroule un propos, être coupé, c'est sans arrêt le mettre à mal, son propos. Non, mais sauf que vous vous trompez... Si je peux me permettre, quand même, à un moment donné, de dire ce que je peux dire. Vous vous trompez, à Mayotte, personne n'a dit que la moitié de la population était en situation irrégulière. Mais si, c'est le cas. Eh bien, mais à culpa. Mais c'est le cas. Je me suis trompé. Mais à culpa. Enfin, quand même. Donc, faire une analogie avec l'Hexagone, c'est du grand n'importe quoi. Soyons sérieux. On a un problème grave à régler. Non mais arrêtez avec votre fiction, Philippe. Je peux terminer ? C'est bon, vous nous avez fait votre scénario dramatique, 35 millions de clandestins en France, sur 65 millions d'habitants. Arrêtez. C'est bon, c'est insupportable. Marc, il a posé les règles. Il a raison. Marc, il a raison. Est-ce que nous sommes en République ? Si je peux juste dire... C'est fou quand même. Si je peux juste dire... C'est fou quand même. Si je peux juste dire un mot, Marc, et ensuite Karim. Autant de mal à en placer une quand on n'est pas d'accord avec vous. Mais si je peux dire un mot. Mayotte est l'illustration du fait qu'on a un droit aujourd'hui qui est devenu inapplicable. Parce que Gérald Darmanin, moi j'applaudis des deux mains, il a la volonté. Sauf que il va avoir un problème, c'est que le droit va être pas pour lui, va être contre lui. C'est-à-dire que tous les recours qui existent aujourd'hui, ils vont s'appliquer à Mayotte. Mayotte, c'est la France, c'est la République. Donc chaque clandestin va pouvoir faire un recours contre le fait d'être expulsé. Et le problème, c'est la loi. Si on ne change pas la loi, on peut avoir toute la volonté que l'on veut, on ne pourra rien faire ou pas grand-chose. Karim Zeribi. Alors, on parlera de l'Europe. Je disais que Marc Varnon avait posé une problématique telle qui nous indiquait que nous n'étions quasiment plus en République à Mayotte dans le fonctionnement actuel donc, de nos règles. Nous ne sommes plus en République, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone. C'est pour ça que si, pardon. Oh là, l'hystérie, on se calme, on peut en placer une. Moi, je vous écoute religieusement. Faites pareil de temps en temps. Ça vous fait du mal d'avoir des gens qui sont en désaccord avec vous. Je vous dis qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Nous, en République, si on se donne les moyens avec la volonté politique, on peut faire respecter des règles. À Mayotte aujourd'hui, dans le contexte, ça ne semble pas possible. Donc, est-ce qu'on doit décréter des territoires d'exception avec des règles d'exception parce qu'effectivement, la configuration est tellement différente qu'on n'y arrivera pas avec les règles de l'Hexagone? C'est une vraie question qu'on est en droit de se poser. Mais pour autant, faire une analogie et tout remettre en cause quant à ce qui se passe sur l'Hexagone, je trouve que c'est un peu souffler sur les braises et aller alimenter votre fonds de commerce. C'est tout. Moi, je vais faire je vais faire une analogie. Je vais expliquer pourquoi c'est pareil. Pourquoi ce sera pareil demain ? Parce qu'il y a des prestations sociales en France, comme à Mayotte, qui attirent les gens qui vivent dans des pays moins riches. C'est pareil, on est d'accord pour dire que c'est pareil à Mayotte et en France. Ça fait 100 ans que ça dure, ça. Mais j'ai pas dit c'est pas nouveau, hein. Et vous reprochez aux autres de vous couper, vous faites la même chose. Parce que arrêtez. Quand on me coupe, vous mettez une mauvaise ambiance à attaquer. Vous êtes un drôle d'arbitre. Vous pouvez parler. Un drôle d'arbitre. Mais si vous n'êtes pas content, la porte elle est grande ouverte, mon cher ami. Vous êtes le bienvenu sur le plateau, mais si c'est pour faire des reproches aux uns et aux autres, écoutez, vous mettez une ambiance délétère sur le plateau. C'est désagréable, Karim Zeribi. Arrêtez. Non, je vous dis ça vous dérange? Ce qui me dérange, je n'aime pas dans l'émission. Ce qui me dérange, Karim Zeribi, c'est de pointer des caricatures sur les uns et les autres. Vous reprochez aux uns ce que vous faites exactement. Et quand je suis coupé, je vous entends pas. Donc excusez-moi, je viens de le, je leur ai dit. Je vous entends pas. Avancez, Geoffroy Lejeune, mais franchement, c'est pas très agréable. Allez-y. Alors, donc ça c'est. J'ai pas dit que c'était nouveau, Karim. J'ai dit que c'était le cas. Donc il y a un territoire attractif par rapport à des pays à côté ou des îles à côté qui sont plus pauvres. On est d'accord avec ça. Pour le coup, c'est pareil à Mayotte, c'est pareil en métropole. Premièrement. Deuxièmement, pas de contrôle des frontières. C'est en Méditerranée, par exemple, il n'y a pas de contrôle des frontières, en tout cas pas assez. Là-bas, c'est pareil. Donc les gens viennent à peu près comme ils veulent. Et en effet, si on les expulse, qu'est-ce qui va les empêcher de revenir ? C'est pareil en métropole, c'est pareil à Mayotte. Et ensuite, ce qui vient d'être dit à l'instant, et c'est très important, quand tu dis on a encore les moyens de se faire respecter notre droit, etc. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi tu crois qu'on tombe à 10% d'exécution des OQTF en France ? Parce qu'on a ces recours, justement, qui font du clandestin qui n'est pas expulsé le roi du pétrole. Enfin, pardon cette expression, mais c'est exactement ça. Ils ont le droit pour eux. Donc pourquoi on fait cette comparaison ? Elle n'est pas complètement absurde. Mais si, elle est absurde. Et pas du tout. En nombre, elle est absurde. Les chiffres. Mais pourquoi ils viennent pas ici alors les gens des îles ? Les chiffres ne sont pas les mêmes. Les chiffres ne sont pas encore les mêmes. Et Dieu merci.
Mais, malheureusement, on est sur cette trajectoire. Mais non, on n'est pas sur cette trajectoire. 130 000 clandestins cette année. Dramatique. On explose chaque année les chiffres de plus en plus avec un système qui ne s'inverse pas. Moi, je rêverais que le gouvernement réussisse à inverser la tendance. Malheureusement, Macron a promis en 2019 qu'il allait faire 100% d'exécution des OQTF. Il a fini son mandat à 6%. Malheureusement, c'est ça la tendance. C'est le même problème, mais on n'en est pas au même degré. Philippe Ballard, allez-y. J'ai dit, Mayotte préfigure ce qui pourrait arriver en France si on ne contrôle pas flux migratoire. 2 éléments pour la réflexion. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait, c'est l'ancienne législature, par un député LR et par un député La République En Marche, sur la Seine-Saint-Denis. Incapable, vous connaissez bien, vous connaissez sans doute ce rapport, il a été incapable d'évaluer le nombre de clandestins sur le département. Dans le rapport, il est écrit entre 150 000 et 350 000 habitants. S'ils sont clandestins, par définition, on ne les identifie pas, Philippe Ballard. Un petit peu plus d'1 million d'habitants. Bon, voilà. Donc, je dis, Mayotte préfigure ce qui pourrait arriver dans l'Hexagone si on ne contrôle pas le flux migratoire. Parce que là, on en est peut-être à 35% d'irréguliers sur le département. Après, vous me dites, dans l'Hexagone, ça n'existe pas. Je ne sais pas, Roubaix, Trappes, Vénissieux. C'est quoi qui est Roubaix, vous savez... On a la moitié de la population qui est clandestine. Très bien qui a été fait. On vend des poupées sans visage. On a la moitié de la population qui est clandestine. Philippe Ballard, pourquoi à chaque fois vous enchaînez les sujets qui n'ont rien à voir? Vous parlez de poupées, machin et tout. Je vous dis, est-ce que la moitié de la population de Trappes est en situation irrégulière? Il y a des quartiers où on peut être en situation... Je vous pose une question. On peut être en situation régulière, mais quand on est-ce que c'est le cas des règles de la République, on est quasiment en situation irrégulière par rapport aux lois de la République. Quand on est député, on n'est pas approximatif comme vous. Non, mais on est pas... Permettez-moi de vous dire. Mais quand vous parlez de Roubaix et de Trappes, parlez-en sérieusement. Il y a des habitants à Roubaix à Trappes. Après, et c'est peut-être encore plus grave d'ailleurs. Oui, ils sont peut-être en situation irrégulière, ils ont peut-être une carte d'identité française, mais ils renient complètement les lois de la République. Ils votent effectivement encore plus grave. Ils votent. On a l'impression que c'est un petit peu Mayotte vs le reste du monde. Non, mais là, il y a un mélange du genre qui est tout à fait, excusez-moi, désolant, je vous écoute depuis tout à l'heure, vous mélangez absolument tout. Les problématiques qui sont liées à Mayotte ne sont pas les problématiques qui sont liées à celles de notre sol français. Donc, encore une fois, n'allons pas essayer de trouver des arguments autour de la comparaison entre ce qui se passe à Mayotte, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Très sincèrement, vous êtes en train de stigmatiser par ailleurs, et moi je porte la voix des habitants de la Seine-Saint-Denis. On l'a rappelé ici, bien évidemment. Vous avez, je vais vous la donner très simplement. À Mayotte, vous avez des migrants qui sont illégaux. En Seine-Saint-Denis, pas du tout de migrants illégaux. À Mayotte, l'opération, c'est justement une opération pour lutter contre la délinquance et les migrants illégaux. Donc, encore une fois, proportion gardée, Madame Cluzel. N'allons pas essayer de faire un parallèle qui est tout à fait absurde. Je viens de vous citer un rapport parlementaire qui est fait par un député. Si je peux juste dire... Attends, on ne peut pas être dans le déni de réalité, sinon on ne peut pas parler. C'est impossible de parler. Est-ce que je peux... Pas tous en même temps, parce que déjà, on ne comprend pas. Je ne vois pas. Est-ce que je peux dire 2 mots? Je crois que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un OQTF, il a 12 voies de recours pour échapper à l'expulsion. Dans le projet de loi, visiblement, il y en aurait 4. On parle de 4. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que même le fait de laisser 4 voies de recours, c'est pas encore une fois laisser une multitude de possibilités aux gens que l'on souhaite expulser de résister? Ne serait-il pas plus malin de mettre 0 recours, mais par contre que l'expulsé est un recours une fois qu'il a été expulsé, a posteriori, comme les Anglais veulent le faire par exemple? Ça me paraît malin. Au moins, on n'a plus rien qui bloque les expulsions, mais l'expulsé, s'il s'estime expulsé à tort, il a un recours possible une fois qu'il a été expulsé. La publicité, on revient dans un instant. On va remercier Shannon Seban. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Évidemment, ce qui se passe à Mayotte est pas forcément comparable avec ce qu'il y a sur la métropole, en métropole, mais que Mayotte est une vision exacerbée d'un problème d'immigration illégale. On peut au moins s'accorder là-dessus. Il y a 70% de pauvreté à Mayotte. Comme quoi? Particularité. Et je suis pas sûr que... Non mais il y a 300 000 habitants à Mayotte et 50% de cette population est étrangère, mais pas en situation irrégulière. Je crois que vous vous trompez. On va regarder après la pub. Il est 18h30 sur CNews, la suite de Punchline Week-end, toujours avec Gabriel Cluzel, Karim Zeribi, Geoffroy Lejeune, avec Philippe Ballard, député du Rassemblement National de l'Oise, et Marc Varnaud, chef d'entreprise. Je retire mon mea culpa. J'enlève mon mea culpa du début d'émission. On est en direct, hein, Karim Zeribi, vous êtes sur votre téléphone. Et alors Vous êtes sur votre téléphone. Et alors, vous adressez à moi? Bah oui, je retire mon mea culpa, j'avais raison. C'est quoi? À Mayotte, il y a 300 000 habitants, source INSEE. 50% de cette population est étrangère.
Ok, mais vous avez, mais personne n'a dit que l'analogie avec la France, c'est qu'on aurait 25% la moitié de cette population n'est pas clandestine. D'accord. Point barre. Donc je retire mon mea culpa. 25% de la population française est-elle clandestine? Mais c'est ça que je contestais. Mais sauf que vous n'avez pas dit la moitié. Vous avez dit la moitié. Vous avez dit la moitié. Parce que Philippe Ballard disait qu'on faisait une analogie avec la France. L'analogie avec la France. On va mettre le VAR. On va mettre le VAR. Et vous verrez que j'ai l'impression qu'on est à la maternelle avec vous. Et vous êtes lever le débat. Et vous êtes un peu fautif parce que vous avez dit oui, effectivement, la population. Vous avez tort. Le point sur l'information, 18h30. Le verdict est tombé au procès de l'attentat de la rue Copernic. Hassan Diab est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris. Absent, il a toujours clamé son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue, faisant 4 morts et des dizaines de blessés. Les Comores n'entendent pas accueillir des expulsés, annonce du porte-parole du gouvernement de Moroni aujourd'hui. Cette déclaration intervient alors que la France confirme une opération à Mayotte. Elle vise à lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. Et puis le recrutement dans l'armée de terre inquiète depuis 2021. Une nouvelle recrue sur 3 démissionne avant terme. 37% des soldats renoncent également à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Chaque année, en moyenne, 11 000 jeunes intègrent les rangs de l'armée de terre. Voilà pour le point sur l'information. Merci Adrien Spiteri. Avant de reprendre le débat, et je vais vous faire écouter dans un instant Pape Ndiaye, qui revient sur la notion de violence policière. Lorsqu'il était historien, il parlait de violence policière. Est-ce que, en tant que ministre de l'Éducation nationale, au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, il continue de parler de violence policière? Vous aurez la réponse dans un instant. Mais avant cela, priorité à l'information qui est tombée il y a quelques instants, et on va rejoindre Noémie Schulz dès à présent, puisque Hassan Diab a donc été condamné en son absence dans le procès de l'attentat de la rue Copernic. Donc on est 43 ans plus tard. Il a été condamné en son absence à la perpétuité, chère Noémie. Oui, et il aura fallu près de 8 heures aux 5 magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale pour délibérer et donc pour décider de condamner Hassan Diab à la réclusion criminelle à perpétuité. Le président qui a pris soin pendant de longues minutes de motiver ce verdict devant une salle d'audience pleine, remplie d'hommes et de femmes qui étaient là il y a près de 43 ans, ce vendredi soir d'octobre 1980, dans la synagogue de la rue Copernic. Des hommes et des femmes qui, pendant des années, ont estimé qu'ils n'étaient pas victimes, ils n'avaient pas été blessés, ils n'avaient pas perdu de proches et qui ont pu, lors de ce procès, raconter comment leur vie avait été bouleversée par l'explosion de cette bombe. À la sortie de l'audience, certains sont tombés dans les bras les uns des autres. Je vous propose d'écouter l'émotion de l'une de ces victimes. Très grande joie, une très grande émotion. C'est vraiment une belle victoire et de notre justice française aussi. Donc il était temps, mais il est toujours temps de faire les choses comme il faut. Donc nous sommes très heureux, toutes les parties civiles en tout cas, de cette décision de la Cour. Et nous les remercions infiniment. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'avocat d'Hassan Diab, qui avait mis en garde les magistrats contre le risque de commettre une grave erreur judiciaire, a lui dénoncé ce verdict, mais il ne peut pas faire appel. Son client ne peut pas faire appel car il a été jugé par défaut en son absence. Il est resté au Canada. La cour d'assises a donc demandé son extradition et c'est maintenant au Canada de décider ou non d'extrader ce Libano-Canadien vers la France. S'il devait être envoyé en France, eh bien un nouveau procès se tiendrait alors. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour la couverture, Noémie, du procès de l'attentat de la rue Copernic et Hassan Diab qui a été condamné en son absence à la perpétuité. Merci à Loïc Contat qui vous accompagnait. C'est un sujet qu'on a beaucoup traité sur CNews. Autre sujet à présent, et dans un instant, on va parler de Vendine. Vous savez qu'il y a une crainte un mois plus tard, il y a une nouvelle mobilisation extrêmement violente sur fond de mouvements écologiques à Vendine, autour d'une autoroute. Mais avant cela, je voulais vous faire réagir. C'est vraiment une petite déclaration qui est passée un peu inaperçue de Pape Ndiaye, notre ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse de France. Voilà comment sa fonction est présentée. Pape Ndiaye, en tant qu'historien à l'époque, parlait de violence policière. Il employait cette expression-là. Et c'est d'ailleurs saisissant de se dire que dans le même gouvernement, pardonnez-moi, vous avez un ministre de l'Intérieur qui lutte farouchement
contre l'expression violence policière, parce que ça laisse entendre qu'il y a une violence systémique dans la police, et un ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui parlait de violence policière. Alors est-ce qu'aujourd'hui... Ça s'appelle le en même temps. Le en même temps, oui, mais le en même temps, il montre qu'en même temps, ça peut être compliqué. En même temps. Ça marche pas du tout. Oui, ça marche difficilement. Pape Ndiaye, que pense-t-il actuellement? Est-ce qu'il pourrait employer en tant que ministre le terme de violence policière? Chacun a son vocabulaire, et moi j'en parlais dans d'autres fonctions, mais cette question des relations entre la police et la jeunesse, c'est une question qui se pose en France et dans bien d'autres pays d'ailleurs. Ça n'entre pas dans mes fonctions. Je suis ministre de la jeunesse et donc j'ai intérêt, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, à ce que ces relations soient des relations qui se passent au mieux. Mais comme historien, vous parlez de violence policière. Comme historien, je parlais de violence policière. Vous parliez ou vous parlez au présent? J'ai d'autres fonctions actuellement. Il y a l'IGPN, j'ai entendu la chef de l'IGPN, j'ai entendu aussi le ministre de l'Intérieur. Bien entendu que dans chaque administration, dans l'administration de l'Éducation nationale aussi, nous avons une inspection générale qui s'occupe des cas problématiques, et il y en a aussi. Vous parliez, y a-t-il des violences policières aujourd'hui en France? Il y a des phénomènes sur lesquels l'inspection générale se penche. D'accord, mais le vocable vous gêne. On peut les qualifier comme on veut. Il n'empêche que ces phénomènes existent. Vous prononciez le mot pour qualifier la situation en France il y a 3 ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le prononcer. Il y a 3 ans, je parlais des États-Unis, puisqu'on était dans le mouvement Black Lives Matter, bien entendu. Mais vous disiez qu'il y a un déni en France sur cette question. Je disais que cette question se posait dans tous les pays du monde, y compris en France. On sent tout le malaise. Traduction. Je la fais très rapidement. En tant qu'historien, j'ai parlé de violences policières. En tant que ministre de l'Éducation nationale, vu que je tiens à mon poste, je ne vais pas parler des violences policières. Mais demain, au prochain remaniement, puisque je ne serai plus ministre de l'Éducation nationale, je reparlerai des violences policières. Et lorsqu'il dit on peut qualifier comme on veut, non, on ne peut pas qualifier comme on veut certains phénomènes. Si vous parlez de violences policières, vous considérez, Geoffroy Lejeune, eh bien qu'il y a une violence systémique dans la police. Et c'est ça qui est saisissant, c'est ce manque de courage. C'est-à-dire, soit vous avez le courage de vos idées et vous dites en tant qu'historien, je pensais aux violences policières, j'ai condamné les violences policières. Aux États-Unis comme en France, même combat. Et je maintiens. Et même si je ne suis pas d'accord avec Gérald Darmanin, eh bien, je me mobilise pour ça. Sauf qu'il fait tout l'inverse. Je voulais dire exactement comme vous, en fait. Là, vous venez de me couper. Bon, écoutez, donnez la parole à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je rebondis, je m'adapte. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il est beaucoup plus courageux et beaucoup plus cohérent quand il est aux États-Unis. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il a parlé de racisme systémique il y a quelques mois, en tant que ministre de l'Éducation nationale aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est la lâcheté incroyable de ce propos. Il ne veut pas provoquer aujourd'hui une polémique sur les violences policières, donc il se garde bien. Il prononce quand même à un moment donné, ces phénomènes existent. Oui. Voilà, donc ça veut dire que ça existe encore. Et puis pour terminer, moi, ce qui m'énerve beaucoup, c'est comment dire. C'est qu'Emmanuel Macron cautionne tout ça, en fait. Il a théorisé il y a bien longtemps le en même temps. On sait que ça le condamne à l'impuissance, on sait que ça le condamne à l'incohérence, et ça ne le dérange pas du tout. Et il s'affiche avec son ministre cette semaine. Il a fait un déplacement avec lui cette semaine. Preuve que ça ne le dérange pas. Je vois que tout le monde a envie de réagir. On va y aller petit à petit. Karim Zeribi. Moi, j'ai toujours réfuté le terme violence policière. Je me refuse effectivement à l'acceptation de ce terme parce que je lutte contre toutes les formes d'essentialisation. On n'essentialise pas la police nationale. Il y a des policiers qui bafouent des codes de déontologie, qui passent à l'IGPN. Ils sont souvent sanctionnés. C'est le corps où il y a le plus de sanctions, faut-il le dire. L'année dernière, 2160 sanctions à l'égard des fonctionnaires de police de la part de l'IGPN. C'est le corps qui sanctionne le plus de ces hommes. Donc, je veux dire, on ne peut pas parler de violence policière. Les policiers aujourd'hui sont confrontés à tous les mots. Pourquoi il n'a pas ce discours-là, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, en sachant que la jeunesse est sur le terrain aujourd'hui, une partie? Parce que le ministre de l'Éducation, il fait une double faute. Il dit il y a un problème entre les jeunes et la police. Non, il n'y a pas de problème entre les jeunes et la police. Il y a des franges de jeunes qui sont des délinquants, qui dérivent, et eux sont confrontés à la police. Mais la jeunesse dans son ensemble, là encore une fois, essentialisation facile, n'a pas de problème avec la police. Non, je crois que dans ce gouvernement, ça définit vraiment qu'il n'y a pas d'idéologie, de logiciel macronien. Le macronisme n'existe pas. Le macronisme, c'est un peu de ci, c'est un peu de ça, en fonction de ce que vous êtes. Donc vous avez Moretti et monsieur Moretti, le garde des Sceaux, qui ne pense quasiment rien de commun avec Gérald Darmanin. Vous avez Bruno Le Maire qui pense quasiment rien en commun avec Pape Ndiaye. Je veux dire, c'est l'auberge espagnole.
Je veux dire, donc, et c'est ça le macronisme. Alors, bien évidemment. Marc, Gabriel, tous et après il faut qu'on aille vraiment à Vandine. Moi je constate aujourd'hui que la violence elle est plutôt contre les policiers que de la part des policiers. Et la police c'est comme la police légitime. Quand on regarde les chiffres en face... 2000 blessés depuis la mobilisation. 2000 blessés depuis... Oui, et puis... Policiers, je parle des policiers et puis bon, peut-être aussi il faut parler des 30 000 policiers blessés tous les ans. Oui. Sur 250 000, je ne sais pas si vous voyez la statistique, elle est gigantesque. On peut aussi parler des 24 000 refus d'obtempérer avec la police qui tire, pardonnez-moi, que 150 fois. Donc il faut rappeler ces chiffres-là parce que parfois on prend un cas d'un policier qui est un mauvais élément, on en parle pendant une semaine et ça jette l'opprobre sur les 250 000 policiers de France, mais ce n'est pas vrai. Je vois la police en France et on le constate, relativement peu violente. Philippe Ballard, Pape Ndiaye, aujourd'hui, c'est très marrant parce que vous avez dans la même journée, c'était il y a 10 ans, le mariage pour... le mariage homosexuel, la légalisation du mariage homosexuel. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par exemple, était contre à l'époque, il y a 10 ans. Il ne voulait pas et il l'avait même assumé publiquement. On lui a posé la question ce matin, il dit « mais j'ai fait une erreur complète. Voilà, je mets un culpa, je me suis trompé, c'était une faute, j'ai appris avec le temps, etc. » Pape Ndiaye, sur la notion de violence policière, puisqu'il était outre-Atlantique aux États-Unis, il pensait que c'était la même chose. Il pouvait très bien dire « je me suis trompé ». En étant dans les arcanes du gouvernement, je me suis trompé. Non, parce que c'est le Premier ministre. Mais bon. Allez-y, Philippe Ballard. Parce que je pense que Pape Ndiaye n'est pas dans la même logique. En fait, il pratique l'art de la dissimulation dans cette phrase. Et c'est très, très grave. Parce qu'il accrédite cette idée de violence policière, mais violence systémique. Et là, on rentre, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, en plein dans le wokisme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre ministre de l'Éducation nationale, c'est pas le plus en pointe quand il s'agit de défendre la laïcité et de lutter contre le wokisme, puisque quand on écoute sa déclaration, il en est en quelque sorte le porte-parole en France. Et il est ministre de l'Éducation nationale, donc de notre jeunesse. C'est très grave. Le mot de la fin avec vous, Gabriel, sur cette thématique. Pape Ndiaye, on le sent très mal à l'aise lorsqu'il faut... parler ou non de violence de policiers et bien compris. Ces anciens propos sur les violences policières. Mais je ne peux pas le dire, voilà tout simplement. C'est vrai que la police se sent soutenue comme la corde soutient le pendu, très honnêtement. C'est quand même dramatique de voir ce genre de réflexion. Mais il est quand même coutumier du fait, parce qu'il l'autre jour, j'étais très choquée de voir qu'il n'a en rien soutenu son président quand il a été agressé par le réalisateur, là, vous vous souvenez voilà, et il aurait pu partir, je sais pas, faire quelque chose. Visiblement, c'est pas du tout son truc. Non, c'est très dangereux d'avoir un ministre idéologue à cette fonction-là. Très honnêtement, il faut qu'il comprenne, Pape Ndiaye, que si beaucoup de gens partent vers l'enseignement privé, c'est qu'ils espèrent peut-être fuir une école publique dont ils se disent, mais attends, c'est lui qui préside aux destinées de l'école publique. Cet idéologue-là qui dit qu'il y a un problème entre la jeunesse et la police, mais je vous rappelle que la police, c'est des jeunes. Elle est très jeune, la police. Il y a toute une jeunesse qui s'engage dans la police. Donc, opposer les deux, ça n'a objectivement aucun sens. Voilà. Et vous parliez de Gérald Darmanin qui est revenu sur ses convictions sur la manif pour tous. Pardon, mais après, on va dire, ah oui, c'est l'élément de droite conservateur du gouvernement. Bah, dites donc, ça saute pas aux yeux. Donc, il n'est pas obligé de se renier, pardon, mais les girouettes... Il se renie pas. Il a le droit de penser quelque chose. Il a le droit de penser quelque chose il y a 10 ans et de considérer que quelque chose est différent 10 ans plus tard. Le sentiment qu'on peut être fidèle à une idée. Et que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça pourrait être intéressant. Vandine. Non, l'engagement, ça j'ai horreur de ça. Cette phrase, vous allez les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, personne ne peut s'engager toute la vie. Non mais c'est affreux comme phrase. Possible, c'est ma fête aujourd'hui. Merci Gabriel. Vandine, parce que là maintenant on va parler des violences contre les policiers. Et les autorités craignent ce qui s'est passé à Sainte-Soline et ce qui pourrait se passer donc à Vandine, la mobilisation ce week-end contre le projet de l'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse. Alors il y a beaucoup d'avis, certains considèrent que c'est essentiel, d'autres qui nous expliquent que ça peut être une aberration, c'est-à-dire qu'on va couper un village en deux. Et cette mobilisation fait craindre aux autorités la naissance d'une nouvelle ZAD. Et c'était d'ailleurs le ministre de l'Intérieur il y a un mois qui l'avait alerté en disant il y a 42 projets en France qui sont contestés par les écologistes, dont ce projet de la 69 avec un risque de ZAD. Thomas Bonnet, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner. Alors qu'est-ce qui se passe autour de vous ? J'ai l'impression que c'est plutôt calme, tant mieux dirons-nous, mais c'est demain que ça pourrait se corser.
Absolument. En fait, Elliot, on est à quelques centaines de mètres du campement parce que pour tout vous dire, nous ne sommes pas véritablement les bienvenus à l'intérieur. C'est ce que nous ont fait comprendre les organisateurs. Alors on s'y est rendu quand même de manière assez discrète. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de ce campement, pour le moment, il y a quelques dizaines de personnes qui continuent de s'installer. Beaucoup de personnes sont venues avec leurs enfants. D'ailleurs, demain, il y aura un système de garderie pendant la manifestation. Ces manifestants qui sont donc rassemblés pour protester contre le projet autoroutier de l'A69. C'est un débat qui anime ici le département depuis des années, voire même des décennies. C'est ce que m'expliquaient des habitants et des commerçants que nous avons rencontrés cet après-midi. On est allé dans les villages aux alentours ici du campement, notamment un village qui se situe précisément sur le tracé de la future autoroute A69. Et donc dans ce village, on a rencontré les habitants, les riverains, les commerçants pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce projet. Et force est de constater qu'une grande majorité d'entre eux est farouchement opposée à cette autoroute. Écoutez leur réaction donc au micro de Fabrice Elsner. Moi je pense qu'elle ne servira à rien, l'autoroute, parce que moi je suis routier et à part le village de Cuc-Toulza qu'on traverse, qui ralentit un peu, après la route en elle-même, elle est bien, quoi. C'est une bonne idée pour le département, pour le développement du département. Oui, ça va attirer du monde, ça peut ouvrir des portes au niveau professionnel. Les avantages sont pas très nombreux, qu'on n'y gagne pas tant que ça, et que même ça fait des ravages, et on le sait, on connaît les conséquences que ça a. Alors certains habitants nous faisaient part de leurs craintes sur de possibles violences demain lors de la manifestation. On sait que les autorités redoutent la présence au sein de ce cortège de quelques éléments radicaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le dispositif de sécurité a été renforcé avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles qui sont déployés tout le week-end. Et c'est un fait notable, ils pourront utiliser des drones dans le cadre du maintien de l'ordre de la manifestation demain ici. Merci beaucoup Thomas Bonnet, merci à Fabrice Elsner qui vous accompagne. On est en train en France de se féliciter que les forces de l'ordre puissent utiliser des drones alors que les manifestants, parfois sur des manifestations illégales comme à Sainte-Soline, avaient la possibilité de les utiliser. C'est le monde à l'envers, c'est absolument le monde à l'envers. Alors on est en termes de chiffres, pas sur le même scénario que Sainte-Soline. Il n'y aura pas le même point de tension potentiellement. Mais c'est vrai que c'est une vraie source d'inquiétude. J'ai juste un chiffre à vous donner. Un sondage Odoxa qui a montré que 75% des personnes concernées par le projet y étaient favorables. Au-delà de ça, sur la sécurité, Philippe Ballard, sur cette question, on se dit, voilà, est-ce qu'aujourd'hui l'écologie doit malheureusement être souvent lié à l'ultra-violence? Il y en a déjà qui manipulent ce terme d'écologie, très clairement. Après, on parle de quoi là? Des black blocs, des extrêmes gauche, et à chaque fois que ça se reproduit, on tombe toujours sur les mêmes réflexions. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés en amont, et ceux qui sont interpellés, pourquoi sont-ils condamnés à des peines si faibles? Il y a des fichiers qui existent. Ces gens-là sont fichés. Moi, j'écoutais une responsable d'un syndicat de police. C'est une femme, comme je suis contre l'écriture inclusive, je dis une responsable syndicale qui disait « mais si on veut, on peut, mais on n'a pas l'ordre pour le faire ». Alors elle parlait notamment des manifestations à Paris, ce qui est un cas de figure un peu différent, mais elle disait « sortie de métro, le code de procédure pénale nous permet de demander à ces personnes pièces d'identité, généralement ils n'en ont pas, donc on les embarque, on les garde à vue quelques heures et puis on les relâche une fois que la manifestation est terminée. Comme ça ne dégénère pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette syndicaliste tenait exactement le même discours lors des Gilets jaunes en 2018 notamment, en disant on sait très bien où ils sont avant les manifestations, on pourrait aller les interpeller à la sortie des endroits où ils se trouvent, mais on n'a pas l'ordre. Donc il y a une question quand même en filigrane. Je n'accuse personne. Bardella parlait de laxisme. 10 ans de alors laxisme. Ça, il y a du laxisme et puis. Pourquoi laisse-t-on faire? C'est le complot, c'est-à-dire que on laisse la situation pourrir. Je dis, moi, quand j'ai un syndicat de police, non mais une responsable, elle sait de quoi elle parle, elle est policière, qui s'interroge sur le fait qu'en amont, on ne puisse pas intervenir, ça entraîne quand même quelques questions. Voilà, c'est pas complotiste de dire ça. Une centaine de radicaux, plutôt que 200 d'ailleurs demain, seulement 2000 par exemple dans les précédentes mobilisations. Il y aura 800 gendarmes au maximum ce week-end contre 3200 à Sainte-Soline. Karim Zeribi, mais c'est intéressant sur le maintien de l'ordre. Cette semaine, moi je regardais un reportage d'Envoyé spécial, nos confrères d'Envoyé spécial, on est en 2016, l'OM El Khomri. C'est les mêmes images, l'ultra-violence de l'ultra-gauche. Vous aviez des chants, les mêmes chants. C'était un policier suicidé, à moitié pardonné. Vous vous souvenez de ce policier qui
qui à main nue se protège alors qu'on lui tapait dessus non loin de la place de la Bastille. 7 ans ont passé et rien n'a changé en quelque sorte. Et c'est toujours la même chose. On a des contestataires, si je puis parler ainsi, qui ont des arguments qui ne sont pas forcément écologistes. Le reportage l'a montré. Il y en a un qui a indiqué qu'il était routier, je crois, et qui pense que ça ne va rien apporter. Ces gens-là, aujourd'hui, leur parole, elle n'est pas entendue parce qu'on a des casseurs, on a des gens qui viennent sur ces manifestations pourrir la situation avec leur idéologie coûte que coûte, qui n'est pas toujours empreinte d'arguments. Moi, je me posais une question très simple. Pourquoi on ne fait pas de référendum d'initiative locale là ? À quoi ça sert ? Oui. À quoi ça sert ? Notre-Dame-des-Landes en a fait un. 94% des gens ont voté pour l'aéroport. Oui. Finalement, mais si je te suis, mon ami, alors puisqu'en 2005 on n'a pas respecté le référendum sur l'Europe, alors on n'en fait plus. Non, je te parle de 2005 sur l'Europe. Ton argument qui dit parce qu'on n'a pas respecté un référendum, pourquoi on en ferait d'autres ? Alors comme on a fait celui de 2005, on l'a pas. C'est le référendum local. Mais c'est pareil. Fait pour Notre-Dame-des-Landes dans Loire-Atlantique. C'est pas parce qu'on n'a pas eu. 94% des gens se sont prononcés contre. Et bien comme ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait. Et ben Édouard Philippe a dit moi j'arrête l'aéroport. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le courage avec les gens au pouvoir au moment où ça a été le cas de ne pas faire vivre ce référendum qu'on ne doit plus en faire de référendum. Excuse-moi, c'est un peu court comme argument. Moi, je suis pour des référendums d'initiative locale et ensuite derrière, coûte que coûte, à partir du moment où les citoyens se sont prononcés, on respecte leur avis. Eh bien, regardez, autre exemple plus récent, mais c'était pas un référendum, c'était une consultation citoyenne. Saint-Michel, la statue Saint-Michel, Sable de... 55%. Mais oui, mais c'est scandaleux. Beaucoup plus que c'était 94%. Mais il y a pire encore. C'est la tyrannie des minorités. On a du mal sur les chiffres aujourd'hui. De ce côté-là, il y a un souci. En Nouvelle-Calédonie, on a fait encore plus fort. On a fait des référendums pour l'indépendance, comme les gens ont dit non une fois, non 2 fois, on a recommencé. Voilà. Et s'il le fallait, on le ferait 10 fois. C'est un plaisir. Parfois un peu bousculé. Aujourd'hui, vif, j'ai compris que c'était... Alors, mon anniversaire, c'est le 22. Ma fête, j'en ai pas. Elliot, il n'y a pas de Saint Elliot, d'accord ? Donc, on verra si... 22 avril 22 août. Oui, on viendra pour la rentrée. Allez, merci à tous. Merci à Corentin Brio et Céline Génaud qui ont préparé cette émission, ainsi que toutes les équipes techniques. À demain. Merci.